d'abord d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui. Donc, je suis toujours contente là, de vous rencontrer. Il y a plusieurs visages familiers parmi vous. Est-ce que ça va? Donc, je suis bien contente là, d'avoir l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le savez, je vais faire une présentation qui porte en partie sur la P38, oui, mais je souhaite aborder le sujet, on va dire, plus largement. Et puis, je souhaite aussi déjà m'excuser auprès des personnes qui étaient présentes là, au forum sur la P38 l'année dernière. Je me souviens plus c'était à quelle date parce que je vais faire la même présentation. Donc, on m'a demandé de vous présenter la même chose. Donc, ça va peut-être être un peu ennuyant pour les personnes qui étaient là à ce moment-là. Mais il s'agit essentiellement de la même présentation. Donc, en fait, ce dont je souhaite discuter aujourd'hui, c'est de coercition, parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. On parle des droits, on parle de est-ce qu'on devrait soigner ou pas pendant une garde en établissement, mais en fait, le sujet, c'est la coercition. Puis je pense qu'on n'aborde juste jamais ce sujet-là. Prenons pour acquis que ça fait partie des pratiques, puis c'est normal qu'on procède de cette façon dans certaines circonstances. Et la question qu'on se pose, c'est plus quand est-ce qu'on devrait le faire, puis est-ce qu'on devrait pouvoir le faire plus facilement et plus souvent, plutôt que de se demander si est-ce qu'on n'est pas dû pour remettre en question en fait ce genre de pratiques-là, puis est-ce qu'elles sont vraiment justifiées. On fait la prochaine. Donc, je vais commencer par parler de la judiciarisation, puisque au Québec, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, comme en Ontario par exemple, tout passe par la cour. Donc, en fait, on voit finalement que les personnes vont se retrouver en contact avec les tribunaux de plus en plus souvent. Donc, je vais aborder cette question-là. Et puis, je vais aussi aborder la question, en fait, à travers ça, de la question de la gestion des risques. Pierre en a un peu parlé. Il n'y a vraiment rien de nouveau ou d'original. Là, donc, la proposition, ce serait d'élargir le concept de danger, mais il faut voir que le concept de danger, bon, il est déjà, je vous apprendrai rien, interprété très largement, mais au-delà de ça, le concept de danger, il apparaissait déjà dans la première loi concernant l'internement psychiatrique au Québec en 1851, puis c'était le cas aussi dans les autres juridictions. Donc, on parle de danger depuis toujours, puis on ne sait pas nécessairement plus comment l'évaluer depuis toujours aussi, mais on ne cherche pas à remettre en question ce problème interprétatif-là, et puis à savoir si ça correspond vraiment à quelque chose, cette question de danger. Donc, de quoi on parle vraiment? Et je pense que regarder un peu l'état de la judiciarisation nous indique un peu justement de quoi on parle, puis ça fait référence un peu d'ailleurs à ce que Pierre a peut-être mentionné tantôt, le fait que certains groupes vont être ciblés plus que d'autres. Donc, je vais aborder cette question-là, qui fait les frais de la judiciarisation, donc qui est judiciarisé, et puis finalement, je vais conclure en discutant en fait de comment finalement la judiciarisation nous parle finalement et cette idée qu'on va passer par les tribunaux pour imposer des thérapies aux gens, c'est donc de plus en plus le cas dans un nombre de plus en plus important de contextes. Comment en fait c'est le développement d'un marché en réalité qui profite donc à certaines personnes. La suivante. Donc, ici, certains chiffres sur la judiciarisation, plus spécifiquement en santé mentale. Je n'entrerai pas dans le détail, c'est simplement pour vous montrer que le nombre de dossiers judiciaires devant ces tribunaux-là, donc la Cour du Québec pour la garde en établissement, la Cour supérieure pour l'autorisation de soins, puis la commission d'examen, donc qui supervise et qui prend les décisions là, par rapport aux personnes qui ont été trouvées non responsables criminellement ou inaptes à subir leur procès. Bon, c'est une hausse très importante depuis des années. Cette hausse-là, j'aurais voulu sortir des chiffres équivalents pour l'Ontario, comme on va en parler après, puis c'est un sujet qui est sur la table actuellement. Mais comme, en fait, juridiquement parlant, c'est pas organisé de la même façon en Ontario, puis ça n'aurait pas été possible là, de montrer exactement l'équivalent. Mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a une hausse importante, puis cette hausse-là, on l'observe aussi en matière pénale et criminelle, même lorsque la criminalité a été en baisse, donc dans les dernières années, devant la Chambre de la jeunesse, en protection de la jeunesse plus particulièrement. Donc, il y a une hausse de la judiciarisation en matière sociale, de façon générale. Et ce qu'on observe de façon assez claire, c'est que ça va être les mêmes personnes, bien souvent, qui vont être prises, donc qui vont faire l'objet d'une garde en établissement, qui vont avoir une autorisation de soins, qui vont être sous la commission d'examen. Ça va les amener devant la Chambre de la jeunesse, etc., etc. Donc, c'est vraiment une espèce de spirale de judiciarisation des enjeux sociaux, finalement.
Cette tendance-là, c'est la même partout. En fait, partout dans les pays du Nord, donc presque, là. Donc partout, notamment en Amérique du Nord, notamment ailleurs, dans le Canada, et plus particulièrement donc en Ontario. J'essaie de sortir. Oh, je me rends compte que j'ai pas les bonnes. Je me suis trompée, en fait. J'avais mis à jour les données sur l'Ontario. Je pense que j'ai peut-être envoyé le mauvais PowerPoint, mais donc, en Ontario, on observe vraiment une hausse de la judiciarisation qui est la même que celle qu'on observe ici, c'est-à-dire à la fois du nombre de personnes, vous le voyez ici, les hospitalisations involontaires qui ont augmenté de 75 en 2009 et 2013, mais le nombre de dossiers, en fait, qui sont devant tous les tribunaux concernés, puisque les personnes peuvent ensuite faire appel, le nombre de dossiers judiciaires a augmenté de façon très importante aussi à la même période, donc la même période que celle que je vous ai montrée avant pour le Québec. C'est la même chose aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, on observe vraiment cette hausse-là partout. Et pourtant, j'insiste là-dessus, les cadres juridiques sont très différents. Et pourtant, en Ontario ou dans d'autres juridictions, on va éventuellement pouvoir soigner une personne contre son gré pendant qu'elle est hospitalisée contre son gré. Et on ne voit pas de différence particulière en fait, sur les pratiques. C'est-à-dire que la hausse de la coercition est présente partout, que ce soit via les tribunaux ou pas. Donc, le cadre légal ne semble pas avoir une incidence très importante, en fait, sur les pratiques. Ça nous questionne à savoir, mais comment ça se fait, pourquoi? Est-ce que les personnes se retrouvent de plus en plus soumises à la coercition? On voit aussi que les moyens de contrainte se multiplient partout. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est multiplier juridiquement, ou pas d'ailleurs, des moyens de contrainte. Donc, hospitalisation de courte durée, hospitalisation à domicile, mais contre son gré, soins contraints en communauté, des soins qui vont être plus ou moins courts, encadrés de différentes façons. Mais donc, on se rend compte que la multiplication de ces dispositifs-là de contraintes se passe dans toutes les juridictions. Ce n'est pas nécessairement les mêmes. Puis certains vont cibler plus particulièrement certaines personnes. Mais donc, c'est ce qu'on observe. Puis donc, cette hausse de la coercition-là passe aussi par des différents... En fait, on parle plus simplement d'interner quelqu'un ou pas. On est vraiment ailleurs, on a vraiment multiplié les façons de faire, puis on peut dire jusqu'à un certain point que l'asile est passé dans la communauté, puisqu'on peut vous contraindre chez vous, on peut venir voir l'état de votre frigo, considérer que c'est pas bon ce que vous avez, en tout cas dans certaines juridictions, ça se fait, et ça va être une raison éventuellement pour plus de contraintes. Donc, plusieurs facteurs seraient à considérer là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Le nombre de lits hospitaliers, il y en aurait moins, ce qui fait en sorte qu'on est obligé d'inventer de nouveaux moyens de contrainte. Ça, c'est quelque chose qui est remis en question fortement, notamment dans la foulée de la désinstitutionnalisation. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont démontré que le nombre, en fait, de lieux de contrainte n'a pas changé. Le nombre de personnes sous contrainte n'a pas changé non plus, c'est juste les lieux, en fait, qui ont changé. Donc, la désinstitutionnalisation, c'est essentiellement de sortir des personnes de certaines institutions pour les mettre dans d'autres, éventuellement, ou pour les contraindre d'une autre façon. Investissement dans les mesures communautaires, dans l'accès aux services, etc. Donc, l'absence d'accès aux services se traduirait par plus de contraintes dans certains cas. Et puis, des orientations politiques aussi plus ou moins libérales qui vont être axées sur la répression. On va se cacher, le gouvernement du Québec, ses mesures en santé mentale, si vous regardez son plan, c'est quand même le développement d'équipes mixtes de police. C'est quand même intéressant de voir qu'en santé mentale, la solution qu'on a à offrir, c'est des policiers. Ce qu'on observe alors beaucoup, c'est comment finalement la question de la santé mentale, la question du risque est vraiment spinée par certains groupes, et notamment par le politique. Donc, très rapidement, on observe là, que lorsqu'il se passe un fameux événement, on va très rapidement parler de santé mentale, même si on n'a aucune idée, en fait, de quelle situation il s'agit. Donc là, je vous donne les exemples de citations. François Legault qui a dit dans un événement, c'est suite à un événement, je pense que c'était l'événement de la garderie. Genre le jour même, on ne savait pas c'était qui la personne concernée, elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques, rien, mais il a dit, même si on avait tous les services, qu'on prenait en charge tous les Québécois qui ont des problèmes de maladie mentale, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents. Donc lui, il a déclaré ça sans savoir, en fait, c'était qui cette personne, etc. En fait, il n'y avait aucune indication pour dire que cette personne-là avait des problèmes de santé mentale. Même chose, il y a eu quelqu'un qui a poignardé un constable spécial dans un palais de justice. Donc, tout de suite, on a dit, il faut mettre en place des mesures, plus de constables spéciaux, des détecteurs de métaux et tout. Et là, il y a le président du syndicat des constables spéciaux qui a déclaré à la presse que des incidents liés à la santé mentale peuvent toujours survenir dans les palais de justice. Et qu'après tout, les gens vont au palais de justice pour obtenir des sentences, ce qui peut entraîner des réactions violentes de la part de certains accusés.
aucun rapport. Je veux dire, là, encore une fois, on n'avait aucune indication que la personne qui avait poignardé le constable était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Donc, on a créé ce lien-là pour aucune raison. Mais donc, évidemment, on met constamment dans l'espace public cette idée que s'il y a des événements violents, des événements qui se passent, qui sont graves, etc., qu'on ne peut pas expliquer, en fait, on ne sait pas pourquoi cette personne-là passe à l'acte, puis on n'a pas d'explication rationnelle, c'est la santé mentale. En fait, il y a deux explications. Si vous êtes blanc, probablement que c'est la santé mentale, mais si vous êtes de couleur, vous êtes probablement terroriste. On est un peu quand même là-dedans. Donc, on multiplie comme ça les dispositifs de gestion du risque, puis on intègre la question de sécurité publique partout. Donc là, ce qu'on a observé dans les dernières, je dirais, années, c'est que finalement, la sécurité publique, la police notamment, puis les tribunaux, ont été intégrés sur le fameux continuum de service. Donc, ce continuum de service qui devait faire en sorte qu'on ne vous échappe jamais. C'est que vous entrez dans le système, puis là, on vous prend en charge. C'est génial, vous allez toujours avoir accès à vos services, à ce dont vous avez besoin, etc. Maintenant, la police peut vous offrir des services en santé mentale. On considère que c'est des premiers répondants en santé mentale qui peuvent vous diriger vers les bonnes références, les bonnes ressources, qui peuvent vous accompagner. Dans certains cas, les policiers sont les intervenants pivots dans les équipes multidisciplinaires. Donc, ils font vraiment partie directement des équipes. Ils ont obtenu d'ailleurs récemment en fait, il y a une année, la possibilité d'accéder aux données personnelles de santé dans le cadre d'interventions. Donc, pour faciliter leurs interventions, mais ça fait juste les intégrer davantage à ce continuum de services-là. Même chose, les procureurs de la Couronne peuvent aujourd'hui accéder aux données personnelles de santé dans les dossiers. Donc, pour quelles raisons? Bref, il y a une intégration de plus en plus importante de ces institutions-là sur le continuum de service avec les conséquences qu'on connaît. C'est-à-dire que ça aussi, c'est vraiment pas une invention québécoise. C'est fait aux États-Unis depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. Et ça a été documenté. On voit très bien que l'implication de la police, par exemple, sur le continuum de service, nous travaillons avec des travailleuses sociales, etc., ça a plutôt pour effet de faire en sorte que les travailleuses sociales ou les professionnels de la santé vont acquérir, on va dire, les façons de faire de la police, plutôt que la police qui, elle, devient plus humaine, etc., contrairement à ce qu'on prétend. Et donc, ça change en réalité le visage de c'est quoi finalement le continuum de service en santé mentale et ça devient bien beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus de contrôle, etc. Évidemment, en l'absence de services sociaux ou de services de santé, les policiers sont comme les premiers partout. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est la police, on n'a personne d'autre, on n'a plus de travailleurs de rue, on n'a pas de travailleurs sociaux qui peuvent se présenter comme ça, donc la police devient vraiment une des seules ressources possibles, je dirais. Puis je tiendrais à dire ici, petite parenthèse, pour dire que les recherches qu'on a faites, notamment auprès du SPVM, montrent très clairement, y compris chez les policiers qui font partie des équipes mixtes, qui ne veulent pas faire ce travail-là, qui disent on le fait parce qu'il y a une défaillance du système de santé. On le fait pas parce que c'est notre travail, on le fait pas parce que ça nous revient, et on le fait pas parce qu'on a la compétence, parce qu'ils savent qu'ils l'ont pas. Fait que c'est pas trop, on va gérer les trucs, sachant qu'ils les gèrent tout croche, là. Et j'ajouterais une autre chose, c'est que dans certains cas, ils les gèrent avec la pression du système de santé qui dit vous devez venir nous aider. Là, j'ai appris récemment qu'on appelle les policiers sur les unités psychiatriques pour aider aux mises en isolement parce qu'on n'a pas le personnel. Puis les policiers disent, c'est pas, nous, on ne peut pas venir faire ce genre de travail-là. Donc, c'est quand même une situation assez étonnante de voir à quel point, finalement, les policiers sont demandés par le système de santé comme étant une ressource qui font partie ou qui devrait pouvoir répondre à certains besoins du système de santé. Puis on se rend compte évidemment qu'en santé mentale, comme dans d'autres domaines, les personnes qui sont habituellement profilées par la police, sont particulièrement concernées. Donc on a parlé tantôt des personnes en situation d'itinérance, et évidemment, je pense que les données d'Action Autonomie avaient montré que les personnes en situation d'itinérance sont l'objet 3000 fois plus que le reste de la population de Montréal des autorisations de soins. Donc, simplement, le fait de se trouver dans l'espace public, on le savait déjà, c'est vrai aussi pour le droit pénal, par exemple, ça va être vrai ici aussi, évidemment. Les risques très importants, je pense, dont on n'a pas nécessairement conscience, c'est que quand la police intervient sur une affaire que la police elle-même juge comme étant une affaire de santé mentale, là, je ne parle pas du tout de garde en établissement et compagnie. Quand la police intervient sur
dans une situation que les policiers considèrent que c'est santé mentale, en fait, vu, vulnérable, ou en tout cas, ils ont des codes comme ça, ils vont créer, en fait, un formulaire spécial où ils vont entrer les informations. Et la personne va devenir flaguée, si on veut, dans leur système. Elle est flaguée santé mentale, cette personne. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on intervient auprès d'elle, tout le monde sait, tous les policiers savent, en fait, ça c'est un fichier partagé par tous les corps de police, c'est un cas santé mentale. Donc, ça va orienter, évidemment, nos interventions, etc., etc. Est-ce que c'est pour le mieux parce qu'on prétend que ça va permettre d'adapter les interventions, mais dans quel sens, sachant qu'ils n'ont pas de compétences pour le faire? Donc, ces informations-là vont rester colligées dans le fameux fichier le policier, puis elles vont rester là pendant des années. En fait, de ce que je comprends, la personne est flaguée santé mentale pour 10 ans. Après, ça peut éventuellement changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations-là peuvent être partagées. Donc, si par exemple une personne qui a été dans un événement qui concerne santé mentale, que les policiers ont considéré comme étant santé mentale, et que par la suite, cette personne veut travailler auprès de personnes dites vulnérables ou même faire du bénévolat auprès d'elles. On parle des enfants, on pense aux enfants, aux personnes aînées, par exemple. Bien souvent, les employeurs ou ceux qui vont vouloir prendre cette personne pour faire du bénévolat vont faire une enquête sur dossier de police, qu'on appelle, pour voir si la personne a des empêchements pour travailler auprès de ces gens-là. Et ces informations-là peuvent tout à fait sortir. Donc, on ne parle pas, encore une fois, d'ordonnance civile. On ne parle même pas d'avoir décidé d'amener la personne contre son gré à l'hôpital parce qu'elle représenterait un danger. On parle d'une intervention auprès d'une personne. Donc, on a vu des dossiers, par exemple, de personnes, c'est des proches qui avaient appelé la police en disant il y a un décès dans notre famille, telle personne ne va pas très bien, on aimerait ça que vous alliez voir. Donc, ils sont allés voir, effectivement, la personne ne va pas très bien, mais pas suffisamment pour qu'on fasse quelque chose. On la laisse donc chez elle, mais on remplit ces documents-là. Et par la suite, il y a une enquête sur le dossier de police et on va déclarer que la personne est instable, etc. Bon, ils ont des manières éventuellement de dévoiler cette information-là. Et donc, on a vu des situations où la personne a perdu son emploi, carrément. Donc, c'est pas banal, c'est pas... L'intervention de la police, c'est pas vrai là, que ça apporte juste du bien, puis que les policiers sont là pour... Ben, en fait, oui, les policiers voudraient probablement aider, la plupart d'entre eux, mais les résultats de ça font, parce que structurellement parlant, c'est pas pensé de cette manière du tout, font en sorte que ça peut, au contraire, avoir des effets extrêmement problématiques et très graves, en fait, dans la vie des personnes. Et ça, on dirait que... Ben, on considère que c'est un moindre mal. Puis c'est tant pis, mais en même temps, on est sûr qu'il n'arrivera rien. T'sais, on est sûr que la personne ne va pas faire un passage à l'acte, etc., parce que on surveille tout le monde, finalement, de cette façon-là. Donc, on parle de risque. Bon, on parle de danger, risque, c'est un peu la même chose. Bon, de quoi on parle exactement? Donc, évidemment, il y a des outils d'évaluation du risque. Là-dessus, je tiens vraiment à dire, en cours, c'est pas utilisé. Donc, on parle de ça, comme quoi on a des outils, c'est très fiable. Même que quand il y a eu le fameux projet de loi Maureen-Bro, le ministre a dit que dorénavant, les policiers aussi vont pouvoir utiliser des outils d'évaluation du risque. Puis là, il y a un journaliste qui a demandé, mais de quoi on parle, puis ça ressemble à quoi? Puis il a répondu 1, 2, 3, 4, très simple. Dans les faits, la littérature montre que c'est pas du tout ça. Montre que la prédiction, en fait, du risque par les outils actuariels est loin d'être fiable. Et notamment, peut-être un fait d'autant plus inquiétant, c'est que les outils d'évaluation du risque ciblent certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'on considère comme faisant partie d'un groupe présentant un risque tout simplement. Et ça a été démontré. Donc, les personnes racialisées notamment vont coter à risque beaucoup plus, les personnes qui vivent en situation de pauvreté notamment. Donc, le fait que vous vivez dans un quartier, en fait, moins favorisé, en soi, ça représente un risque. Le fait que vous-même, dans votre enfance, vous avez vécu de la violence, ben, vous représentez un risque pour ça. Donc, l'ensemble de ces éléments-là cumulés, donc une grille, c'est simplement des points qu'on met sur cette grille-là, font en sorte que certains groupes sociaux sont d'emblée plus à risque, peu importe les faits, peu importe la situation, parce que vous êtes cette personne-là avec cette localisation sociale, je vais dire, ben, vous représentez un risque d'emblée. Peu importe votre situation, peu importe les circonstances. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement. Comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer, ce danger-là? Ben, donc ça, ce sont les outils d'évaluation du risque. D'une part, puis comme je dis, en cours, ce qu'on voit, c'est vraiment de tout, c'est tout et n'importe quoi. C'est tout dépendant qui est le psychiatre qui fait la demande.
ben, on va se rendre compte que la forme, en fait, la façon de présenter l'évaluation est complètement différente, les faits considérés sont différents, etc. Donc, à chaque fois, c'est une preuve qui est différente. Le tribunal la reçoit toujours de la même façon. Il ne fait pas vraiment de différence entre ces éléments-là. Donc, on ne sait pas trop de quoi on parle, finalement. Ce n'est pas si clair que ça. Parce qu'il faut dire que, par exemple, si on revient sur la question des gardes, en cours, des gens qui sont sur le point de se suicider ou de tuer quelqu'un, qui ont menacé de tuer quelqu'un, on peut penser que ça, c'est un danger évident, là. Ben, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que c'est beaucoup plus des situations qui ressemblent à de la misère sociale, je dirais, qu'autre chose. Donc, ce qu'on observe, encore une fois, à partir des tribunaux, c'est que les personnes qui vont se retrouver judiciarisées en santé mentale dans les 3 instances dont je vous ai parlé tantôt, qu'on a vu au début, là, avec la hausse, avec les chiffres, ben, c'est des personnes qui vivent disproportionnellement dans la pauvreté. Ça, c'est une évidence là, immédiate. Beaucoup de personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. Dans certains cas, on va dire, bien, on rend service aux gens parce qu'on leur offre gîte et couvert à l'hôpital, donc pendant un certain temps. Mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça? On n'a pas de solution, puis le tribunal n'est pas le lieu pour ça non plus. T'sais, le tribunal prend la décision sur une demande de garde précise pour un certain nombre de jours, mais il n'y a pas une solution là, de logement, par exemple, pour une personne qui n'en aurait pas. Et ce qu'on observe aussi, il y a un courant maintenant à la commission d'examen au Québec qui sort un peu de nulle part et qui est très, très mal fondé juridiquement, c'est le fait que si vous n'avez pas de logement, ben, on va vous mettre en détention, puis on va vous garder en détention tant que vous n'avez pas de logement. Donc, par exemple, une psychiatre qui racontait que quelqu'un avait trouvé un emploi et donc, éventuellement, ce serait trouvé un logement parce qu'il avait trouvé un emploi. Mais au moment de l'audience de la commission, il n'y avait pas de logement. Donc, la commission a dit, ben, vous n'avez pas de logement, donc c'est détention, tu sais. Donc, il a perdu l'emploi. C'est en quoi, finalement, cette personne-là, on va l'aider, comme dans 12 mois, ça va avoir l'air de quoi, là, sa situation, tu sais, être resté sur une unité psychiatrique 12 mois. Donc, la psychiatre elle-même disait, il n'y a rien à faire ici, j'ai rien à lui offrir. C'est une question sociale, tu sais, il n'y a pas de logement. C'est ça le problème. Et donc, on peut penser quand même assez facilement que le fait de le maintenir 12 mois à rien faire sur une unité de psychiatrie, ben, c'est pas ça qui va l'aider à se retrouver un emploi éventuellement. T'sais. Très, très évident aussi, pendant les procédures judiciaires, les gens parlent du fait qu'ils font l'objet d'autres procédures judiciaires. Donc, à peu près 25% des personnes sous commission d'examen, on va parler des autorisations de soins pendant l'audience, pour dire qu'on va aller en chercher une, où la personne est déjà sous autorisation de soins, etc. Donc, il y a une superposition, je dirais, des procédures judiciaires, mais aussi des ordonnances auxquelles les gens sont soumis, auxquelles ils doivent se conformer, ce qui est très contraignant. Et puis, c'est la même chose aussi par rapport, je vous ai parlé un peu de protection de la jeunesse au début, je pense que c'est un élément important. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup, en tout cas, que j'ai beaucoup vu dans les audiences de garde en établissement, où les femmes vont dire, ben, je suis en chambre de la jeunesse, parce que là, évidemment, vous avez une décision qui dit que vous êtes un danger pour vous-même ou pour autrui. Donc, ça alerte les services sociaux. Est-ce que vous êtes capable de garder votre enfant, etc. Quel argument vous pouvez présenter pour dire que vous pouvez garder votre enfant? Alors que ben, vous avez les psychiatres qui ont écrit sur un formulaire préimprimé, où ils ont coché des cases qu'effectivement, ça représentait un danger. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir se défendre de ça. Et on voit très clairement là, ces liens-là. Ensuite, ce qu'on observe aussi beaucoup, notamment pour la garde en établissement, c'est la question du dérangement plus que la question du danger. Des personnes qui dérangent, d'une façon ou d'une autre, dérangent les proches parce qu'ils ont des comportements excentriques, ou en tout cas jugés, excentriques, jugés, dérangeants. La question, évidemment, si la personne est dans l'espace public, mendier, être bruyante, déranger les passants, etc., c'est en soi des faits qui vont être considérés comme présentant un certain danger. Et là, bon, on dit que le danger, c'est quelque chose qui devrait être fondé sur des faits. Actuellement, c'est ce qui est censé être la pratique en P38. En tout cas, c'est ce que prévoit la jurisprudence. Alors que le risque, c'est plutôt des facteurs de risque. C'est plutôt, il y a tel et tel élément, ça nous indique qu'il pourrait avoir un risque. C'est moins fondé là, sur des faits. Donc, ce qu'on observe dans la pratique, c'est qu'on est plus dans le risque que dans le danger, finalement. C'est assez peu fondé là, sur des faits, bien souvent. On commence à avoir des données pour montrer que dans les communautés autochtones, en fait, l'usage de la P38 est plus répandu que dans la population générale. On se rend compte qu'il y a une absence de services dans la communauté, incapacité ou impossibilité de développer des services, notamment
à cause de l'absence de financement. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de centre de crise, il n'y a pas de service qui serait culturellement développé par et pour les personnes autochtones. Très peu de suivi. Donc, dans une étude en cours, on se rend compte qu'on va amener la personne en P38. La personne dit qu'elle ne ça va pas, qu'elle est en détresse, etc. On lui offre pas grand-chose, si ce n'est de la médication, mais après, il y a zéro suivi, parce qu'en fait, contrairement à quelqu'un qui serait en ville, on va dire, qui pourrait accéder au service du CLSC et tout, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on renvoie la personne, on ne sait pas trop. Et on sait que la proportion de suicide est très importante dans les communautés, beaucoup plus importante qu'à l'extérieur. Et on se rend compte, en fait, que c'est bien souvent sur des propos suicidaires ou des menaces suicidaires que la personne va être amenée en P38. Dans les dossiers médicaux qu'on a analysés, certains, quand on les ouvrait, il y avait un constat de décès par suicide. La personne avait été en P38 6-7 fois dans les dernières années, mais pourtant, elle s'était suicidée quand même. T'sais. On n'avait rien fait, en fait, pour la soutenir, pour l'aider, pour s'assurer qu'elle ait quelque chose. Et donc, à quoi sert la P38? C'est vraiment la question que ça pose. Est-ce qu'on atteint un but avec ça? Et si oui, c'est quoi? C'est franchement parce que c'est vraiment pas évident. Et en entrevue, les gens rapportent beaucoup que ce qu'on nous offre, ça convient pas, c'est pas ce dont on a besoin, qu'on offre une pilule, puis rentre chez toi. Puis ça, c'est un truc aussi qu'on voit beaucoup à la cour. Les gens vont dire, mais moi, oui, j'ai besoin d'aide, oui, ça va pas, mais les médicaments me donnent des effets secondaires ou pour X raisons, je ne les supporte pas, ou c'est pas ce que je souhaite, puis on a le droit de choisir ses soins. Donc, les gens parlent souvent de psychothérapie, qu'ils aimeraient accéder à la psychothérapie. Et là, on dit, désolé, tu n'as pas d'assurance privée, c'est tout, tu sais. Donc, tu vas tomber sur la médication, puis c'est tout ce qu'on a à offrir, finalement. Et donc, on se rend compte ici que l'usage de la coercition va aller en augmentant, avec des personnes qui vont se retrouver de plus en plus souvent à l'hôpital, qu'on va trouver un peu pénible quand même. Et finalement, avec rien. C'est une sorte de spirale. Et puis la personne, finalement, ressort de ça avec rien d'autre que de la médication, dans plusieurs cas imposés. Autre chose aussi que je voudrais mentionner par rapport à ça, dans la recherche qu'on fait, c'est avec la communauté de Manawan, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est à 3 heures de route de Joliette. La personne vient avec les services policiers, les policiers repartent évidemment, vont la garder un certain temps, souvent pas longtemps, puis après ils vont lui dire t'as ton congé. Puis ils la mettent dehors, mais ils ne s'assurent pas qu'elle a de quoi retourner. Donc la personne est à la rue, littéralement, à l'issue de sa P38, avec une boîte de pilules, évidemment. C'est donc ça, là. Gardez peut-être à l'esprit aussi, c'est quoi la psychiatrie? Et ça, je pense, c'est un élément important dans ce cadre-ci, mais pas que. C'est-à-dire que la psychiatrie, quand même, ça a été développé dans un contexte de contrainte déjà. C'est-à-dire le savoir psychiatrique, il est issu quand même des pratiques de l'asile, puis notamment au contexte colonial, où on a utilisé littéralement les personnes colonisées pour faire des expériences, pour essayer des choses, puis pour observer, puis pour dire finalement, qu'est-ce qui est normal, etc. Si vous lisez là-dessus, vous allez vous rendre compte, c'est assez fascinant de voir comment la psychiatrie a été une institution très active au soutien de la colonisation, notamment en fournissant des arguments extrêmement racistes pour justifier le fait que c'est normal finalement qu'on colonise, parce que les personnes colonisées, sont fondamentalement, en fait, problématiques et moralement différentes, en fait, de Et aujourd'hui, on se rend compte que donc, ces savoirs-là qui ont été développés à l'asile, c'est l'approche utilisée, en fait. C'est de dire, on a un classement de critères, vous êtes normal ou pas. Si vous n'êtes pas normal, on va vous offrir, en fait, on va vous dire que la médication est la solution. On n'a pas grand-chose d'autre pour ça. Franchement, le contexte politique, le contexte social, le contexte économique est complètement évacué de toute cette pratique-là. Et l'individu a la responsabilité, l'individu seulement, la responsabilité de changer sa situation. Donc, si vous avez un problème de santé mentale, en tout cas d'après les personnes qui vont vous avoir diagnostiqué, vous êtes finalement la seule personne qui peut changer cette situation-là. T'sais. Le fait que les personnes vivent dans un stress intense dû à la pauvreté, les violences politiques passées ou actuelles, les discriminations systémiques, etc., ça n'existe pas, ça ne fait pas partie, en fait, de l'univers de la psychiatrie. Donc, vous, personnellement, vous avez un problème et vous, personnellement, vous devez faire quelque chose. Et si vous ne le faites pas, c'est là qu'on est obligé d'intervenir parce que probablement vous ne comprenez pas que ça serait bien pour vous, mais votre contexte, lui, il ne va pas changer.
évidemment, parce qu'on l'exclut, il n'existe pas dans cet univers. Et c'est la même chose pour la Cour. Je devrais insister là-dessus aussi. Tu sais, à la Cour, là, je veux dire, en fait, il y a eu quand même de plus en plus de développement là-dessus en matière criminelle, mais on se rend compte qu'en santé mentale, notamment pour les personnes autochtones, c'est le contexte politique et social, les traumatismes intergénérationnels, machin, ça n'existe pas. T'sais. Vous êtes juste malade mental, finalement, puis vous devez faire quelque chose. T'sais, en gros, c'est ça l'approche. Donc, je vais terminer avec ça, en fait. À quoi ça sert toute cette judiciarisation-là? C'est quoi le sens de ces pratiques? Parce que quand on les regarde aller, on se rend compte que c'est une spirale qui n'a finalement aucun sens, t'sais, et qui ne va nulle part. En tout cas, qui ne semble pas arriver à régler quelques problèmes, que ce soit sur le plan individuel et évidemment encore moins sur le plan social. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut avoir à l'esprit aussi. C'est notamment le développement des tribunaux spécialisés, donc le tribunal en santé mentale à la Cour municipale de Montréal, par exemple. L'idée, c'est de produire du changement social. Vous avez des problèmes de santé mentale, on vous engage ici, vous allez suivre une thérapie, puis vous allez aller mieux, et on va pouvoir faire ça avec beaucoup de gens. Et finalement, on va, via le système judiciaire, produire des changements structuraux, ce qui est d'une absurdité totale. Et encore une fois, on n'a absolument rien inventé au Québec, on a repris ça. C'est des pratiques américaines qui existent depuis très longtemps, qui sont documentées et qui n'ont jamais démontré d'effets positifs, d'impact positif, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan social. Ce qu'on observe quand même beaucoup, puis je pense que ça c'est un élément qu'il faudrait peut-être réfléchir, hein, c'est que finalement, paradoxalement, la Cour devient le moyen de contourner le consentement puis les droits des gens. Donc, le tribunal, qui est censé être le lieu où vraiment, le haut lieu des droits, avec des juristes qualifiés qui vont pouvoir trancher sur le plan des droits, ce qu'on observe, c'est que dans les faits, c'est en fait une sorte de machine à saucisses, ça va super vite, votre audience dure 10 minutes, on passe à la suivante, il n'y a pas vraiment d'argument. Les droits, ça n'existe pas là, dans cette instance-là. C'est comme si tout le monde pense que c'est superflu. Parlons des faits. Ah, ben oui, vous êtes inapte, vous êtes dangereux, c'est réglé. Il n'y a pas vraiment plus que ça. Et donc, le consentement, il est où là-dedans? Et ça, c'est intéressant si vous regardez les tribunaux en santé mentale, parce qu'on dit que c'est justement sur la base du consentement des personnes. Les personnes ont consenti. Donc, on dit aux gens, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier là, avec le fonctionnement de ça, mais c'est des accusations portées qui ont dit aux gens, ben, soit vous avez un procès régulier, soit vous vous engagez dans une thérapie, choisissez. Donc là, les gens vont en thérapie. Et là, on dit, ah, ben, ils consentent. Super, comme consentement, en fait. Donc, vraiment, une notion de consentement qu'on a complètement, à travers ces procédures judiciaires-là, rendue à... Il n'y a plus de sens, vraiment, ce consentement-là, puisqu'on se rend compte que, ben, on va considérer comme consenti quelque chose qui est contraint, finalement. Et donc, c'est comme si, dans un contexte comme celui-là, ben, on ne considère plus la contrainte, ou on considère que, ben oui, c'est un consentement qui est acceptable, parce que dans le fond, on sait que c'est bon pour vous, peu importe en fait si vous avez vraiment voulu ou pas, tant qu'on vous a amené là, c'est ce qui compte. Mais en même temps, il y a toute cette notion de surveillance, de contrôle à travers les procédures judiciaires, y compris des procédures civiles. Puis là, je voudrais faire un lien avec ce qui va être discuté tantôt par mon collègue au sujet de l'Ontario, c'est que le processus n'est pas judiciarisé comme au Québec, en Ontario, mais on est au même endroit. C'est-à-dire que la surveillance et la contrainte sont les mêmes. Fait qu'on peut se poser la question, c'est quoi le sens, en fait, de cette judiciarisation-là? C'est quoi son utilité? On a parlé tantôt un peu de quand on a judiciarisé, en fait, quand on a mis en place la P38, c'était l'idée de dire, hey, on enlève cette décision-là des mains des médecins, ça protège tout le monde, c'est les juges. Maintenant, c'est une question de droit, tu sais. C'est pas du tout ce qu'on observe dans la pratique. Donc, c'est quoi le rôle de la Cour là-dedans? Et là, on se rend compte que quand même, avec la hausse de la judiciarisation, il y a beaucoup de professionnels impliqués là-dedans. C'est littéralement, là, c'est franchement maintenant de l'opinion que je vous donne plus que des faits, mais c'est ma lecture de la situation. C'est vraiment un marché qui s'est développé. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de professionnels qui ont intérêt. Cette structure-là fonctionne pour eux. On a parlé un peu du système tantôt, comment ils considèrent très peu les personnes, mais beaucoup plus le système. Et les personnes à l'intérieur du système trouvent finalement que ben, c'est une bonne façon de faire. On n'a plus besoin de s'embêter avec toute l'affaire du consentement. Passe par la Cour, c'est réglé, c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Et la Cour, elle, ben, qui finalement s'attache très peu à la question des droits, puis ne fait que finalement tenir des audiences plutôt courtes, avoir l'impression qu'on fait ça pour le bien des gens. Donc, tu sais,
en tout cas, dans certaines entrevues avec des juges, c'était assez troublant de voir comment, ils basculent un peu du côté, paternaliste, en fait, mais assumé. Donc, la Cour est là, normalement, pour trancher sur des questions de droit, puis ils se retrouvent à trouver vraiment valorisant le fait d'aider des personnes. Ils aident des personnes. On fait ça avec le cœur. Quand le juge, on fait ça avec le cœur. Puis dans certains cas, si on revient aux tribunaux en santé mentale, les juges vont descendre de leur petite estrade pour faire des câlins aux personnes. Vous avez réussi votre thérapie, bravo. C'est quand même particulier. Donc, toute cette. Je pense que c'est vraiment un changement. Il faut prendre ça au sérieux, en fait. C'est vraiment on parle beaucoup de changement de culture dans le système judiciaire, pas dans ce sens-là. Mais je pense que c'est ça que ça nous montre. C'est-à-dire que là, on est en train de glisser complètement d'une institution qui est là pour protéger les droits, en fait, pour être la dernière gardienne, s'assurer finalement que les droits ne seront pas violés d'une certaine façon. Et on se retrouve avec des professionnels qui ont décidé, sans aucune formation et aucune compétence, puis j'insiste vraiment là-dessus, qui ont décidé qu'eux aussi savent ce qui est bon pour les gens. Puis là, le droit, c'est plus tellement important. Pourtant, c'est ça leur formation, c'est ce qu'ils savent faire. Mais on peut le mettre de côté si on pense que c'est bien. Donc, il va y avoir des juges qui disent, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'individu. C'est que la procédure ne soit pas respectée. Si c'est bien pour la personne, c'est ça qui compte. Ben, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je pense que j'ai terminé, en fait. Ah non, je vais terminer. Désolée. J'ai presque terminé. Je veux juste dire, en fait, que ce qu'on observe, en fait, avec l'évolution des pratiques ici au Québec, mais aussi en relation avec ce qui se passe ailleurs, c'est que finalement, les cadres juridiques n'ont pas tellement d'influence sur ces pratiques-là. C'est que finalement, on est devant un changement culturel, je dirais peut-être, ou un retour en arrière très fort, mais que c'est pas le droit qui fait ça. Puis changer le droit, ça change rien, en fait. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, complètement. Ce qu'on observe, puis là, j'aimerais parler un petit peu de ça en terminant, ce qu'on voit se développer dans certains endroits, c'est extrêmement troublant, là. Donc, en Californie, ils ont mis en place ce CARE Program qui va vraiment viser les personnes en situation d'itinérance. Donc, la Californie ressemblait beaucoup au Québec avant. Vous aviez 2 moyens, en fait, d'engager une personne dans une reconnaissance d'inaptitude pour traiter ou pour une aptitude légale, aller vers une curatelle, quelque chose comme ça. Ils ont ajouté ce qu'on appelle le CARE Program, qui est une manière de traiter comme son gré une personne beaucoup plus longtemps si cette personne est en situation d'itinérance ou si cette personne-là pouvait être engagée ou serait engagée éventuellement dans une judiciarisation pénale. Et là, ça ouvre la voie, en fait, à ce qu'ils ont appelé le tribunal civil de la compassion. Et les gens vont pouvoir être forcés dans des thérapies. Donc, parce que vous êtes en situation d'itinérance et que vous avez un certain diagnostic psychiatrique, dorénavant, c'est suffisant pour vous traiter contre votre gré. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est inquiétant. Même chose, à New York, ils ont mis en place un nouveau système par lequel les policiers eux-mêmes peuvent décider qu'une personne doit faire l'objet d'un internement. Donc, c'est les policiers, parce que, en fait, un peu à cause de ce que je disais au début, il n'y a pas grand-chose d'autre comme service. C'est la police dorénavant qui décide ça. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et en Alberta, des modifications législatives récentes vont dans ce sens, en fait, avec la loi sur la compassion. Et donc, toute cette idée que dorénavant, il n'y a plus de coercition, c'est la compassion. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est là qu'on est. Et c'est ça, en fait, qui nous attend un peu et qu'il faut questionner, en fait. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, de penser que la coercition, ça n'existe plus. D'ailleurs, ça a été dit dans une entrevue par un psychiatre de la Colombie-Britannique qui a dit on ne veut plus parler de coercition aujourd'hui, on ne veut plus parler de soins involontaires parce que ça a une connotation négative, fait qu'on parle maintenant de soins compassionnels. Donc, quand vous êtes là contre votre gré, c'est compassionnel, ce n'est plus de la coercition. Donc voilà, et là je me demande vraiment, qu'est-ce que le droit peut faire contre ça? Je pense pas que ce soit l'enjeu, je pense que l'enjeu est politique et non juridique. Merci. D'abord, merci. C'est évidemment très limpide comme pensée. Je trouve que ça permet de penser de manière globale les enjeux.
je suis surprise parce que des fois, j'entends des personnes dire que les tribunaux spécialisés, par exemple, en santé mentale ou les interventions en partenariat avec la police, ça peut aider. Mais je suis contente d'avoir l'information que finalement, ça n'aide pas. Ben, tu sais, contente, je suis pas contente, mais. Je me demandais alors comment, si le droit, si c'est pas une question de droit, si c'est pas une question de partenariat peut-être avec les intervenants plus sociaux au niveau des services policiers, si c'est pas une question de tribunal spécialisé, comment est-ce qu'on peut faire Allô? Ah. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les choses qu'on peut mettre en place pour faire respecter les droits des personnes? Voilà. Sur la question des tribunaux spécialisés et des équipes mixtes de police, vous allez toujours trouver des anecdotes qui disent « Ah, telle personne, ça l'a aidé ». Sauf que si on regarde sur le long terme, je ne sais pas si vous savez qu'à Vancouver, ils avaient une équipe mixte de police dès 1977. Donc, c'est pas nouveau, ces pratiques-là, pas du tout. Puis, ils ont mis fin à ça il y a 2-3 ans, en disant justement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, les expériences ailleurs, puis il y a plusieurs villes américaines qui ont fait la même chose, ils ont remplacé leurs services policiers par des services de santé. Donc, dans le cas de la Colombie-Britannique, c'est des infirmières qui répondent. Et ils se sont rendus compte qu'elles pouvaient répondre à plus de 80% des appels sans aucun soutien policier. Donc, peut-être que c'est une première piste, c'est-à-dire que la question, c'est les ressources. C'est des services de santé, oui, mais des services sociaux. De ce qu'on voit, de qui vit la coercition, si on parle juste de ça, bien, on se rend compte que l'enjeu, c'est un enjeu d'accès au logement, d'accès à une stabilité financière, d'avoir un revenu qui est acceptable, qui fait que les gens peuvent vivre, en fait, avec ce qu'ils ont. Je pense que c'est quand même des choses assez simples, finalement, puis revaloriser, en fait, les services sociaux tels qu'ils ont pu exister, notamment pour les jeunes, pour les enfants. On se rend compte qu'on échappe beaucoup de jeunes, par exemple, dans les écoles. On a coupé tout. Il n'y a plus d'orthophonie, il n'y a plus d'orthopédagogie, il n'y a plus de psychologue scolaire, il n'y a plus rien. Donc, dans les milieux où ça ne va pas, il est où le soutien? Il existe nulle part. Puis donc, voilà. Je pense que c'est cette pensée, en fait, qui est très néolibérale, finalement, de dire que chacun est responsable de sa situation. Puis c'est bien normal qu'il y ait des gens qui ont des milliards parce qu'ils sont tellement brillants. Je ne sais pas, on pourrait peut-être remettre ça en question quand on voit, par exemple, quelqu'un comme Ross. On pourrait se dire, pas l'air si brillant, ça, je ne sais pas. Donc, donc cette logique, finalement, c'est juste une question de mérite. Là. Si tu as ce qu'il faut pour vivre, tu l'as mérité, tu ne l'as pas, écoute, tant pis, tu t'arrangeras, puis éventuellement, on va venir te ramasser quand tu es vraiment au bout, là, à la dernière extrémité. Puis là, tu vas mériter une certaine coercition parce que tu as montré que tu n'es pas capable de te prendre en main. Je pense que c'est un peu cette logique-là qu'il faut dénoncer absolument. Puis je pense pas que le droit fasse rien pour ça, mais je pense pas, non seulement je pense pas que le droit fasse rien pour ça, je pense pas que les droits fassent rien non plus pour ça. La question, c'est une allocation de ressources. Donc, comment ça se fait que le budget de la santé, la moitié s'en va dans les poches des médecins, par exemple? Est-ce que ça devrait être distribué autrement? Est-ce que c'est ça le genre de service dont on a besoin? Je pense, quand est-ce que nous, la population, est vraiment interpellée là-dessus? Jamais. Mais je pense pas qu'il y ait non plus tant de... je pense qu'avec l'attention est un peu mise ailleurs, mettons. Donc, je pense que cette question de ressources, d'où elles devraient aller, ces ressources-là, est-ce que c'est dans les poches de l'entreprise privée qui va soi-disant créer plein d'emplois? Ça aussi, la question du ruissellement, on crée on donne de l'argent à l'entreprise privée, ça va créer... On sait que c'est faux, là. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est démontré que c'est pas vrai, mais on continue de prétendre. Peut-être que c'est un des enjeux, donc reste que c'est notre argent collectivement, fait qu'on devrait quand même pouvoir se dire, comment est-ce qu'on veut qu'il soit dépensé, peut-être pas là où il est. Donc, il me semble en tout cas que c'est pas mal là que ça se situe, dans l'allocation de ressources. L'exemple que je donnais tantôt, je pense que c'est un exemple extrêmement important. Quand les gens viennent à la cour puis qu'ils disent « je vais pas bien, mais la médication me fait aller encore plus mal, c'est pour ça que je veux pas l'avoir », les gens peuvent expliquer pourquoi. Et dire, je voudrais de la psychothérapie, puis qu'on dit, désolé, c'est pas disponible, c'est peut-être là, c'est peut-être ça, là, c'est cet enjeu-là. C'est quoi que les gens veulent, de quoi ils ont besoin. C'est pas nécessairement un psychiatre. Je pense, en tout cas.
Merci. Merci, c'est ta réponse. On a un tout petit bug de micro. On va tout faire du micro central, si vous le voulez bien. Alors, ceux qui veulent poser des questions, monsieur, vous pouvez venir. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, toute ma vie, j'ai eu peur de poser des questions. Fait que faites pas comme le vieux, là. Si vous avez de la misère à poser une question, moi, je suis là, je peux vous aider à la poser. Madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Sabine Michaud, avocate. Sabine Michaud, avocate. Défaut. J'ai le défaut d'être avocate. Merci pour la présentation. Je ne suis pas avocate, par contre, du SUS. J'ai eu l'occasion de représenter d'être plutôt au niveau de la partie défenderesse. Votre présentation a soulevé plusieurs enjeux intéressants, très pertinents. Et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je vais y répondre, malgré la désillusion que j'ai eue à représenter des personnes dans des dossiers d'autorisation de garde, de soins. Ma première réaction a été je réalise quand même que la jurisprudence va quand même dégager des principes intéressants. Le problème, et vous l'avez soulevé, et que les juges dans les salles de cour, c'est du tout et du n'importe quoi. Un exemple, lorsqu'on parle du danger, je suis avec mon collègue là aujourd'hui, où une juge a cette interprétation-là tellement large du danger qu'elle, sur le banc, elle a même dit je connais la jurisprudence, parce qu'on est souvent interrompu quand vous dites que les procédures sont expéditives. Dès qu'on se demande d'avoir du temps, de convoquer des témoins, de présenter de la jurisprudence, on interrompt les contre-interrogatoires et on bouscule beaucoup. Et la juge, cette fois-là, a carrément dit « Je connais la jurisprudence, j'ai mon interprétation de la jurisprudence. » Et dans ce cas-là, elle a évoqué un principe, je ne sais pas si elle est juriste dans la salle, elle a parlé de danger économique. Et là, on accélère. Lui demander le danger économique, ça sort quel tribunal, là. Donc, c'est pour réaliser à quel point, là, on étire l'élastique. Donc, l'interprétation de la loi, je pense qu'il y a des principes intéressants dans la jurisprudence. Si les juges interprétaient justement la notion de danger, la notion de consentement, comme vous avez parlé de consentement tout à l'heure, on réalise que tant que le patient ou la patiente accepte la médication, accepte la garde, son consentement est valide. Son consentement est libre et éclairé. Mais à partir du moment où elle dit, mais par contre, ça, je n'accepte pas ça, là, elle est plus capable de décider pour elle-même. Et comme vous l'avez bien dit, quand tu acceptes tes lots, si tu continues de refuser, on va aller à la cour. Et la cour devient, et j'ai trouvé ça intéressant, cette façon de contourner sous une espèce de paravent de protection des droits. Finalement, ce que ça fait, c'est que ça légitime justement l'appellation des droits. Les situations sont quand même très complexes et je pense que parmi les solutions, vous allez parler de ressources. La garde et tout ça, ça devrait être un dernier recours. Est-ce qu'on ne présente jamais d'alternative aux soins? Est-ce que une des solutions, parmi les solutions, personnellement, je pense d'avoir davantage d'avocats et d'avocates engagés en défense. Il y a beaucoup de gens qui sont non représentés à cause de cette façon de bousculer la procédure. Je me demandais aussi le huis clos. OK, oui, j'arrête. C'est le huis clos. Le huis clos, c'est je suis criminaliste de carrière plus que en santé mentale et je me demandais si le huis clos, justement, ne permettait pas aux juges d'y aller et de faire à peu près ce qu'ils veulent et de contourner, justement, plus souvent et que, mais là, il faudrait trouver le juste milieu entre respecter le droit des citoyens là, à la vie privée et
comment permettre un accès public, là, justement, aux audiences et que si les juges en santé étaient criminalistes, est-ce que les règles de preuve seraient plus sévères, plus strictes et qu'on éviterait justement qu'on dise à peu près n'importe quoi. Donc, je vais arrêter là parce qu'il y a tellement d'éléments, mais il y a quelques comme ça. OK. Donc, Sur ce dernier point, en fait, sur les criminalistes, à l'époque où j'avais fait un terrain là, à Montréal, pour les gardes d'établissement notamment, il y avait un criminaliste qui était à la chambre civile, qui est retraité aujourd'hui, donc je vais me permettre d'en parler. Je ne veux pas le nommer, mais bon. Puis effectivement, il faisait les choses très différemment, parce que c'est vrai qu'un des enjeux, je pense, c'est que la garde ou les soins sont traités comme la procédure civile ordinaire, comme si les juges n'avaient pas compris qu'à l'époque, il y avait quand même un livre particulier sur la procédure sur l'intégrité. Bon, il y a des dispositions particulières qui montrent bien qu'on n'est pas dans une affaire civile régulière, puisque notamment, en tout cas, le jugement par défaut ne devrait pas se faire. Il y a une obligation d'interroger, etc. Ce qui est quand même une usité en matière civile, mais on dirait que... Moi, il y avait un juge qui m'avait dit, oui, c'est vrai, on a l'obligation d'interroger, mais juste si la personne est là. Donc, tu sais, bref. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je pense qu'effectivement, parce que j'avais eu l'impression qu'un criminaliste a plus de réagir plus vigilant par rapport aux règles de procédure, puis que le lien entre procédure et droit substantiel est mieux fait par les criminalistes que par les civilistes. Mais tu sais, c'est vraiment juste une impression. Donc, mais effectivement, tu sais, je pense... En tout cas, après, je trouve que c'est aussi dangereux de se dire on va confier ça à la chambre criminelle. Je pense pas que ce soit la solution. Mais encore une fois, je pense que ça questionne... Je comprends ce que vous dites quand vous dites plus d'avocats en défense. Ça dépend qui. Parce que je pense qu'il y en a qui font un dommage incroyable. Et ça, il ne faut pas le passer sous silence. Il y a vraiment de l'abus qui se fait là. Puis les personnes qui arrivent puis qui se font solliciter dans les couloirs par des avocats qui font un volume incroyable. J'avais fait une demande d'accès à l'information. Il y a quand même un avocat qui a fait 400 demandes de garde d'établissement dans une année. Puis on sait que en tout cas, cette personne-là a certainement fait de l'autorisation de soins du tribunal de la santé mentale, le PAGSM, et puis la commission d'examen. 400 dossiers. Juste ça lui avait rapporté près de 160 000 $. Fait que, tu sais, je sais pas, plus d'avocats, ça dépend. C'est ça, il faut que ça ait des avocats qui ont du sens, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a 2 autres questions pour vous. Essayez de vous ramasser, je vous en prie. J'ai ça faire ça, mais ramassez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Je te dis que l'avocat, donc elle parle, est devenu juge. Oui, super. Donc il était compensé. Merci, Emmanuel. Moi, j'ai des questions. Pourquoi qu'on ne respecte pas les droits comme ça? Pourquoi qu'on est étudiant? Il n'y a pas de réponse. J'ai beaucoup de questions. Tantôt, Pierre parlait de peut-être changer dans le charte des droits, ce mot vulnérable. J'ai l'impression même, c'est ça le problème. C'est qu'on perçoit les personnes comme vulnérables, comme malades, comme pas capables. On veut les aider. Ils ne sont pas capables de s'aider. Donc cette perception-là, à part de déranger, d'être dérangeant ou dangereux, je pense que c'est vraiment la perception qu'on a. C'est pas le psychiatre qui va chercher les personnes à la maison, ce soit la communauté qui fait l'appel à la police. Et les personnes sont amenées à l'hôpital. J'ai beaucoup de questions, à la limite plus sociologiques, qui va appuyer les droits. Bien, peut-être une première piste là-dessus, sur la question des droits, c'est que je pense que les droits, ça a été complètement récupéré par la pensée néolibérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de droits qu'on en a aujourd'hui. On continue d'en avoir tout le temps. Si vous regardez, ils légifèrent sans arrêt. On a une loi contre la pauvreté, par exemple. À quoi ça sert, t'sais? Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits, mais avec... Tu sais, c'est en fait, on se rend compte avec très peu de résultats. Tu sais, je pense que ça a apporté beaucoup de résultats au départ. Si on regarde, après 48, mettons, déclaration des droits et tout, quand on parlait de droits négatifs, d'empêcher l'État de faire certaines choses, ça a fonctionné, mais on a atteint vraiment un palier avec ça, je dirais une limite, en tout cas, on est dans une situation où les résultats ne sont plus là, à mon avis, mais au contraire,
les droits sont complètement récupérés. Moi, le jour où la Ville de Montréal a annoncé qu'elle avait créé le bureau de l'Ombudsman des personnes en situation d'itinérance et qu'elle disait « c'est pour respecter les droits des personnes en situation d'itinérance ». Donc, dorénavant, une personne qui vit dehors, qui est par moins 30 dehors, qui dort dehors, qui ne mange pas, cette personne-là, elle peut faire une plainte. C'est grâce au bureau de l'Ombudsman, et là, ses droits vont être respectés. Fait que je pense que ça dit tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu considères qu'une personne qui est dans cet état-là, dans cette situation, et qu'on accepte en fait ça, et qu'on se dit, ben, c'est bien correct parce que ses droits sont respectés grâce à l'Ombudsman, ben, je pense qu'on peut penser que les droits, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. T'sais. Puis pourtant, ce bureau-là, il existe, il fait des choses. T'sais, quand on parle du marché, c'est ça le marché, je veux dire, on a créé ce bureau-là, il y a quelqu'un qui travaille là, qui est payé pour être là, puis avec quel résultat? On n'a jamais plus de personnes en situation d'itinérance, mais leurs droits sont respectés. Ouf! C'est ça. Donc, voilà. Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez expliqué là, par rapport au marché qui se crée, vous venez de le mentionner. En fait, je me pose la question, est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de création d'un marché par la vente de la santé mentale, parce que la santé mentale a une valeur marchande, parce qu'il y a des professionnels qui commencent par la judiciarisation de la santé mentale, à y voir littéralement une valeur marchande au fait d'être en crise, d'avoir un problème de santé mentale? Ben, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Il y a quand même quelques éléments, je pense. Premièrement, les autorisations de soins, au début, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et le jour, en fait, en 2008, les médecins ont obtenu le fait d'avoir un code RAMQ lorsqu'ils préparent un rapport pour les autorisations de soins qui vont à la cour. À partir de ce moment-là, c'est l'explosion, si vous regardez les statistiques. C'est quand même intéressant. Mais bon. L'autre chose, c'est que concernant la crise de la santé mentale, le fait que quasiment tout le monde peut avoir un diagnostic aujourd'hui, peut-être que ce serait intéressant de regarder du côté de la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale est une des institutions qui promeut le plus, en fait, la santé mentale, les services en santé mentale, etc., dans le monde. Et la Banque mondiale travaille avec l'OMS, travaille avec les organisations internationales en général, y compris les ONG. Et tout le monde travaille dans ce sens-là, en fait, d'offrir des services en santé mentale dans les pays notamment du Sud. Mais donc, on développe toute cette idée, cette pensée que la santé mentale, c'est quelque chose, en fait, effectivement, de très rentable. Parce que ça a été dit qu'il y a des chiffres, là, je ne pourrais pas vous les dire de mémoire, c'est autour de 30% des personnes pour avoir un enjeu de santé mentale. Et ça affecte leur productivité. Et ça, c'est dit clairement par la Banque mondiale. Et si vous cherchez en ligne, vous allez le trouver très facilement. Que là, on dit que, à partir du moment où les gens seraient traités pour leur santé mentale, ils vont pouvoir redevenir productifs. Et financièrement, on a un intérêt à soigner les enjeux de santé mentale. Donc ça, la Banque mondiale fait la promotion de ça depuis le début des années 80. Et grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la santé notamment, ils ont organisé des gros événements à partir de 2015 sur ces questions-là. Et là, ils ont sorti beaucoup de documents. Donc, la Banque mondiale appuie complètement l'approche fondée sur les droits en santé mentale. Donc, en disant, accédez à vos droits. Un petit truc peut-être intéressant que je vais mentionner rapidement. Très rapidement, là, dans les années 60, lorsqu'on a développé des outils, en fait, on a commencé à parler des droits en santé mentale, puis de la question du consentement aux soins, puis du fait qu'éventuellement c'était de l'abus, les questions d'hospitalisation involontaire. Tout de suite est sortie la question du droit au traitement. Ça, c'est les psychiatres qui m'ont parlé les premiers. Ils commencent à avoir beaucoup d'écrits là-dessus. Est-ce que les gens ont le droit au traitement en santé mentale? Puis est-ce que ce droit au traitement-là ne doit pas être mis en balance avec les droits à la liberté, par exemple, ou au droit au consentement aux soins, de faire des choix? Fait que je pense que ça montre bien comment les droits, ça a double tranchant un peu aussi, là, notamment droit à la santé, droit au traitement. Fait que, bref, c'était un peu décousu là, ce que je vous ai dit, mais je vous inciterai à regarder vraiment du côté de la Banque mondiale. C'est vraiment pas... C'est vrai, leur travail est très important, en fait. Ils font beaucoup de choses là-dessus. Et comme je vous dis, toutes les organisations dont on pense qu'elles font la promotion des droits en santé mentale sont engagées avec la Banque mondiale dans le même sens. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.